Au Mouse École, la journée commence sous une apparente tranquillité, mais Alex comprend très vite que l'équilibre fragile de sa famille menace une nouvelle fois de se fissurer. Milo est venu lui rendre visite, heureux de retrouver son père et encore habité par cette envie simple de se rapprocher de lui. Pourtant, un détail suffit à faire naître chez l'enfant un doute qu'Alex aurait préféré ne jamais voir apparaître. En regardant autour de lui, Milo remarque le sac à dos qu'il voulait offrir à Céleste. Il est toujours là, exactement à l'endroit où il l'avait laissé, et son enthousiasme retombe presque immédiatement. Pour lui, ce cadeau représentait bien davantage qu'un simple objet. C'était une manière de prendre sa place dans cette famille qu'il découvre peu à peu, et surtout de créer un lien avec sa petite sœur. Alex perçoit aussitôt la déception sur le visage de son fils. Il cherche alors les mots capables d'éviter que Milo se sente rejeté et lui explique que Chloé avait déjà acheté un cartable pour la rentrée de Céleste. La justification paraît logique, presque banale, mais elle ne suffit pas à effacer le trouble du petit garçon. Derrière son silence, une question commence déjà à prendre toute la place. Milo finit par se demander si Chloé l'apprécie vraiment. Cette inquiétude touche Alex de plein fouet, car il sait que son fils ne cherche pas à provoquer de conflit. Milo tente seulement de comprendre la place qu'il peut occuper auprès de son père, au milieu d'une famille qui existait bien avant lui. Alex tente de le rassurer, mais le malaise est désormais installé et semble impossible à ignorer. Pendant ce temps, les conséquences de cette nouvelle relation entre Alex et son fils deviennent également difficiles à supporter pour Sonia. Elle vient retrouver Alex au hall afin de lui parler sans détour. Milo ne cesse de parler de son père, pense constamment à lui et réclame désormais sa présence de plus en plus souvent. Pour Sonia, cette évolution est émotionnellement beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Alex écoute attentivement la mère de Milo et comprend qu'elle se retrouve elle aussi prise dans une situation délicate. Il essaie de la rassurer, de lui faire comprendre qu'il ne veut ni bouleverser son quotidien ni provoquer davantage de tension. Son intention est simplement de construire progressivement une relation avec son fils. Pourtant, dans ce contexte déjà fragile, le moindre geste peut désormais prendre une signification beaucoup plus lourde qu'il ne l'imagine. C'est précisément à cet instant que Chloé arrive au hall. Elle ne s'attend absolument pas à retrouver son mari en pleine conversation avec Sonia, et surtout pas à voir la main d'Alex posée sur l'épaule de son ancienne amante. La scène ne dure peut-être que quelques secondes, mais dans l'esprit de Chloé, elle prend immédiatement une dimension considérable. Son visage se ferme tandis qu'une ancienne blessure semble brutalement se réveiller. Alex n'a pourtant rien fait de plus que tenter d'apaiser Sonia, mais Chloé ne parvient plus à regarder cette situation avec distance. Tout ce qu'elle voit, c'est son mari près d'une femme avec laquelle il a partagé quelque chose dans le passé. À cela s'ajoute Milo, les questions de l'enfant et l'impression persistante que cette nouvelle réalité s'impose progressivement dans leur vie sans qu'elle puisse vraiment la maîtriser. De retour à la maison, toute la colère contenue par Chloé éclate enfin. Elle reproche immédiatement à Alex son attitude avec Sonia, mais ce simple geste n'est en réalité que l'étincelle qui fait exploser un malaise beaucoup plus profond. Depuis quelque temps, Chloé sent que les événements s'accumulent autour d'elle, que les frontières de son foyer deviennent de plus en plus floues et qu'elle ne parvient plus à retrouver sa place. Ça déborde de partout, je n'en peux plus, finit-elle par hurler, incapable de retenir davantage ce qu'elle porte en elle. À travers ces mots, ce n'est pas seulement Sonia qu'elle rejette, ni même Milo. C'est toute une situation qu'elle n'arrive plus à absorber. Alex se retrouve face à une femme épuisée par une tension qui s'est installée lentement, jusqu'à devenir presque impossible à contenir. Lui-même paraît déstabilisé par la violence de cette réaction. Alex voudrait sans doute expliquer qu'il n'existe aucune ambiguïté avec Sonia, mais la crise dépasse désormais cette seule question. Chloé ne lui reproche pas uniquement un geste aperçu au hall. Elle exprime surtout une perte de confiance, une peur de voir leur couple à nouveau fragilisé par des éléments extérieurs et par les conséquences d'un passé qui refuse de rester derrière eux. Dans le même temps, Judith assiste à cette confrontation avec une inquiétude grandissante. Voir ses parents se déchirer ainsi lui rappelle à quel point leur équilibre peut rester vulnérable malgré tout ce qu'ils ont déjà traversé ensemble. Elle leur demande de se calmer, espérant empêcher les mots de dépasser une limite irréversible. Mais l'atmosphère dans la maison est devenue si lourde qu'aucun apaisement immédiat ne semble réellement possible. Judith comprend surtout que cette dispute n'a rien d'un simple désaccord passager. Derrière les cris de Chloé et l'incompréhension d'Alex se cache une véritable crise de confiance. La présence de Milo bouleverse nécessairement leur quotidien, tandis que Sonia reste liée à Alex par leur fils. Chloé doit donc composer avec une réalité qu'elle ne peut ni effacer ni contrôler, et cette impuissance nourrit une colère de plus en plus douloureuse. Pendant ce temps, une autre tension, beaucoup plus discrète mais tout aussi dangereuse, commence à s'installer autour de Gabriel et Soraya.
Au hall, Gabriel voit arriver Perrine alors qu'il ne s'attendait pas du tout à la rencontrer. La jeune femme s'installe à sa table avec l'idée de réviser en sa compagnie, comme si cette proximité était désormais naturelle. Gabriel, lui, paraît immédiatement beaucoup moins à l'aise. Perrine profite rapidement de ce moment pour lui parler de sa situation personnelle. Elle cherche un nouveau logement et lui demande si elle pourrait temporairement rejoindre la colocation. La proposition surprend Gabriel, qui ne montre aucun enthousiasme particulier. Il lui répond qu'une telle décision ne dépend pas uniquement de lui et qu'il devra forcément en discuter avec les autres habitants avant de lui donner une réponse. Mais Perrine ne semble pas vouloir laisser cette question disparaître. Pour elle, cette chambre représente une solution concrète, et sa manière de se rapprocher de Gabriel devient progressivement plus visible. Celui-ci n'accepte rien, mais il ne ferme pas complètement la porte non plus. Cette hésitation, apparemment anodine, pourrait pourtant devenir beaucoup plus difficile à gérer dès que Soraya comprendra exactement qui est cette jeune femme. Un peu plus tard, Gabriel retrouve justement Soraya et Victoire au Spoon. La conversation se déroule normalement jusqu'au moment où son téléphone reçoit un nouveau message de Perrine. Elle veut savoir s'il a déjà parlé de son éventuelle installation à ses colocataires. Gabriel décide alors d'aborder directement le sujet et propose que la chambre d'Aaron puisse éventuellement être prêtée à cet ami de la faculté. Soraya commence aussitôt à poser des questions sur cette mystérieuse Perrine. Peu à peu, les informations se rejoignent dans son esprit et elle comprend qu'il s'agit de la même jeune femme que Gabriel avait cru apercevoir au cabinet pendant ses hallucinations. Ce détail suffit à modifier son regard. Ce qui pouvait sembler être une simple demande de logement prend soudain une dimension beaucoup plus personnelle et beaucoup plus inquiétante. Soraya ne fait pas encore éclater sa jalousie, mais elle sent que quelque chose vient de changer. Perrine n'est plus seulement un nom évoqué en passant. Elle devient une présence réelle, une femme qui cherche à entrer dans le quotidien de Gabriel et peut-être même dans leur espace le plus intime. Alors que Gabriel semble encore considérer la situation avec légèreté, Soraya, elle, commence déjà à voir le danger se rapprocher. C'est dans cette atmosphère encore incertaine qu'un événement beaucoup plus heureux vient momentanément détourner l'attention de tout le monde. Aaron est enfin de retour à la colocation après son voyage en Turquie. Son absence a laissé un vide discret mais réel, et lorsque Victoire, Soraya et Gabriel le retrouvent, leur joie est immédiate. Pendant quelques instants, les tensions semblent s'effacer derrière le plaisir simple de revoir un ami. Aaron revient toutefois avec un mélange d'émotion et de frustration. Il explique qu'il n'a malheureusement pas retrouvé ses parents, malgré tous ses efforts et toutes les pistes suivies pendant ce voyage. Cette absence de réponse reste douloureuse, mais il ne revient pas totalement les mains vides. Il sait désormais où il vivait, un détail qui représente pour lui une avancée importante après des semaines de recherche et d'incertitude. Victoire et Soraya l'écoutent avec attention, conscientes de ce que ce voyage a pu remuer en lui. Même sans avoir obtenu les retrouvailles qu'il espérait, Aaron a franchi une étape personnelle essentielle. Il possède désormais un morceau concret de son histoire, un lieu, une trace, quelque chose auquel rattacher son passé. Cette découverte ne résout rien, mais elle lui permet au moins d'avancer avec moins de vide. Pourtant, tandis que les retrouvailles devraient occuper toute l'attention de Gabriel, celui-ci continue discrètement à consulter son téléphone. Les messages de Perrine s'enchaînent, et Soraya remarque immédiatement cette distraction répétée. Elle observe Gabriel taper quelques réponses alors qu'Aaron raconte un voyage pourtant chargé d'émotions. Ce détail l'agace d'autant plus qu'elle sait maintenant exactement qui se cache derrière ces échanges insistants. Soraya finit par laisser échapper une remarque mordante devant Aaron. Selon elle, tout le monde est véritablement heureux de son retour, sauf peut-être Gabriel, qui aurait probablement préféré conserver sa chambre libre pour y installer cette fameuse amie de la faculté. Le ton se veut léger, presque moqueur, mais derrière cette ironie se cache une inquiétude bien réelle que Gabriel ne semble pas encore mesurer. Gabriel pourrait considérer cette réaction comme une simple pointe de jalousie, pourtant Soraya ressent quelque chose de plus profond. Perrine cherche à entrer dans leur quotidien, dans leur appartement, dans un espace où Gabriel et elle ont leurs habitudes. Ce n'est plus seulement une rencontre ponctuelle autour de quelques révisions. La perspective de partager le même toit change complètement la nature du problème et rend la menace beaucoup plus tangible. Pendant que cette tension s'installe à la colocation, Manon traverse de son côté des minutes où chaque seconde peut devenir la dernière. Assise avec le colis piégé, elle maintient toujours le bouton stop enfoncé. Elle sait qu'un simple relâchement suffirait à déclencher l'explosion. Son corps doit rester presque immobile alors que son esprit lutte contre la panique, l'épuisement et la peur de commettre un geste fatal. Aurore reste près d'elle autant qu'elle le peut, partagée entre son instinct de mère et son expérience de policière.
Elle connaît la gravité de la situation et comprend qu'aucune décision ne peut être improvisée. Tout autour, les mesures de sécurité se renforcent, mais pour Manon, le monde semble désormais réduit à ce bouton qu'elle ne doit surtout pas lâcher et au temps interminable qui refuse d'avancer. C'est alors que Nordine arrive. Incapable de rester à distance tandis que la femme qu'il aime risque sa vie, il échappe au contrôle de sécurité et vient s'asseoir à côté d'elle. Son geste est aussi irrationnel qu'instinctif. Il sait parfaitement qu'il s'expose lui aussi à l'explosion, mais l'idée de laisser Manon affronter seule cette peur lui paraît tout simplement impossible. La présence de Nordine change immédiatement quelque chose pour Manon. Le danger est toujours aussi réel, mais elle n'est plus seule face à cette mécanique mortelle. Nordine reste près d'elle, observe le dispositif et cherche une logique capable de les sortir de là. Son esprit d'enquêteur reprend peu à peu le dessus sur la peur, tandis qu'il analyse chaque détail disponible avec une concentration presque désespérée. Son attention revient alors sur le dessin associé au piège, celui des pêcheurs. Nordine se souvient que celui qui pêchait avec sa ligne était représenté en bleu. Cette association lui paraît suffisamment significative pour envisager une solution. S'il existe un fil à couper, peut-être faut-il choisir le bleu. La décision reste terriblement risquée, mais l'attente ne peut pas durer éternellement. Nordine partage son raisonnement et, dans ce moment où aucune certitude n'existe, son intuition devient leur meilleur espoir. Le fil bleu est finalement coupé. Pendant une fraction de seconde, chacun retient son souffle, incapable de savoir si le prochain instant apportera le soulagement ou la catastrophe. Puis rien n'explose. Le dispositif est neutralisé. Manon est sauvée, et la tension accumulée peut enfin se relâcher. Le soulagement est immense, presque difficile à absorber après une telle peur. Manon retrouve Aurore et peut enfin quitter cette position où le moindre mouvement aurait pu lui coûter la vie. Nordine, lui, ne semble pas encore réaliser l'ampleur du risque qu'il vient de prendre. Il a simplement suivi une conviction profonde. Si Manon devait affronter la mort, il refusait de la laisser seule. Après cette épreuve, la nuit leur offre enfin quelques heures de calme. Le lendemain matin, Manon et Nordine se réveillent blottis l'un contre l'autre. Le contraste avec les événements précédents est saisissant. Quelques heures plus tôt, ils ignoraient s'ils survivraient. Désormais, ils profitent de cette proximité avec une intensité particulière, comme si chaque geste rappelait silencieusement que tout aurait pu s'arrêter brutalement. Mais Manon n'est pas seulement soulagée. Elle est également fâchée contre Nordine. Elle lui reproche d'avoir risqué sa propre vie en venant s'asseoir près d'elle. Derrière cette colère se cache évidemment la peur qu'elle a ressentie en comprenant qu'il pouvait mourir avec elle. Elle sait que son geste venait de l'amour, mais elle ne peut pas accepter facilement qu'il se soit exposé ainsi. Cette conversation intime ouvre alors la porte à un autre sujet que Manon ne peut plus éviter. Elle reconnaît qu'elle aurait dû parler plus tôt à Nordine de sa candidature pour un poste à la BRI de Rennes. Elle lui présente ses excuses et tente de lui expliquer pourquoi elle a gardé cette démarche pour elle. Au départ, elle ne pensait tout simplement pas avoir réellement ses chances. Manon lui avoue qu'elle n'avait pas imaginé être retenue, et qu'elle ne voulait sans doute pas donner trop d'importance à une possibilité encore très incertaine. Pourtant, derrière cette hésitation, son ambition est claire. Elle a envie d'évoluer, de progresser professionnellement et de découvrir autre chose. Pour elle, cette opportunité représente une étape importante, même si elle risque forcément de bouleverser leur avenir de couple. Nordine écoute et comprend qu'il ne peut pas lui reprocher de vouloir avancer dans sa carrière. Il est même fier qu'elle ait obtenu ce poste. Mais un détail vient brutalement gâcher ce moment de sincérité. Manon lui révèle qu'elle avait parlé de cette candidature à Martin. Le visage de Nordine change aussitôt, car ce silence partagé entre sa fiancée et son père lui donne l'impression d'avoir été tenu volontairement à l'écart. Ce n'est donc pas la réussite de Manon qui le blesse, mais la manière dont cette décision s'est construite sans lui. Savoir que Martin était au courant avant lui réveille immédiatement quelque chose de plus profond. Nordine ressent une forme de trahison, comme si son père avait participé à un secret qui concernait directement son avenir. Une nouvelle fracture commence alors à apparaître, bien plus dangereuse qu'une simple dispute. Au commissariat, cette tension personnelle rejoint bientôt une inquiétude beaucoup plus grave. Nordine repense aux différentes attaques qui ont frappé son entourage et commence à relier les victimes entre elles. Sarah est son amie, Gabriel son meilleur ami, Manon la femme qu'il doit épouser. À mesure que les liens apparaissent, une idée inquiétante s'impose dans son esprit, peut-être est-il lui-même au centre de tout. Cette hypothèse change immédiatement la manière dont il regarde l'enquête. Jusqu'ici, chaque attaque semblait pouvoir être analysée séparément, mais Nordine commence désormais à voir un schéma. Toutes les personnes visées occupent une place importante dans sa vie. Ce constat le trouble profondément,
car il ne sait pas encore pourquoi quelqu'un chercherait à atteindre son entourage plutôt qu'à s'en prendre directement à lui. Aurore écoute son raisonnement avec sérieux. Elle aussi comprend que cette piste ne peut pas être écartée. Si quelqu'un cherche réellement à détruire Nordine en frappant les personnes qu'il aime, alors une autre question devient inévitable. Après Sarah, Gabriel et Manon, Nordine pourrait-il devenir lui-même la prochaine cible? Cette possibilité rend la situation encore plus dangereuse et personnellement éprouvante pour toute l'équipe. Martin, de son côté, ne parvient pas à séparer complètement l'enquête de ce qui s'est passé avec Manon. Il est encore furieux contre Nordine pour avoir franchi les mesures de sécurité afin de rejoindre la jeune femme près du colis piégé. En tant que supérieur, il considère ce geste comme irresponsable. En tant que père, il sait surtout qu'il aurait pu perdre son fils en quelques secondes. Cette peur se transforme chez Martin en froideur. Au lieu d'exprimer directement son soulagement ou son angoisse, il adopte une attitude dure, presque distante. Nordine le ressent immédiatement et comprend que son père ne lui pardonne pas d'avoir agi sans réfléchir aux conséquences. Mais lui-même n'est pas dans un état d'esprit où il peut accepter cette leçon sans réagir. Car Nordine porte désormais sa propre colère contre Martin. Le fait que son père ait été au courant du projet de Manon à Rennes continue de le ronger. Il ne comprend pas comment Martin a pu garder cette information pour lui, alors qu'elle pouvait modifier profondément sa vie de couple. À ses yeux, ce silence ressemble à une complicité et renforce l'impression d'avoir été volontairement tenu à l'écart. Le malaise entre eux devient donc double. Martin reproche à Nordine d'avoir mis sa vie en danger, tandis que Nordine reproche à Martin d'avoir participé à un secret qui le concernait directement. Aucun des deux ne parvient à entendre pleinement ce que l'autre essaie de défendre. Le père et le fils se parlent désormais autant comme policiers que comme proches blessés, et cette confusion rend chaque échange plus explosif. Pendant ce temps, Nordine retrouve Gabriel au Spoon. Avec son ami, il parvient à parler plus librement de ce qu'il ressent. Il précise d'abord qu'il est réellement heureux pour Manon. Il sait que ce poste à Rennes représente une belle opportunité pour elle et il ne souhaite pas l'empêcher d'évoluer. Son problème ne vient donc pas de sa réussite, mais de la manière dont il l'a découverte. Nordine confie à Gabriel qu'il n'arrive pas à accepter que Manon ait préparé cette candidature dans son dos avec l'aide de Martin. Le mot est lourd, parce qu'il révèle la blessure plus profonde derrière sa colère. Il ne se sent pas seulement oublié. Il a l'impression que deux personnes essentielles dans sa vie ont pris part à quelque chose qui pouvait changer son avenir sans lui laisser aucune place. Gabriel écoute son ami sans minimiser sa frustration. Nordine oscille entre fierté pour Manon et ressentiment envers Martin, et ces deux sentiments contradictoires l'empêchent de retrouver une position claire. Il voudrait soutenir sa future femme sans réserve, mais le rôle joué par son père continue d'empoisonner cette joie. Plus il y pense, plus il ressent une distance qui s'installe entre Martin et lui. Dans le même temps, Martin poursuit l'enquête avec Karim. Les policiers ont besoin d'identifier rapidement celui qui se cache derrière cette série d'attaques, mais les pistes ne cessent de s'effondrer. Karim finit par appeler Martin avec une mauvaise nouvelle. Les jeunes fréquentant le club de fitness de la Corniche ont tous été vérifiés, et chacun dispose d'un alibi suffisamment solide pour être écarté. Ce résultat ramène l'équipe pratiquement au point de départ. Après plusieurs investigations, aucune avancée concrète ne permet encore de désigner le responsable. Pour Martin, cette impasse est d'autant plus difficile à supporter que le danger a désormais touché directement Manon et pourrait se rapprocher encore davantage de Nordine. Chaque heure sans réponse donne au coupable potentiel une nouvelle occasion de frapper. La pression devient donc immense au commissariat. L'enquête exige du calme, de la méthode et une coopération totale, mais Martin et Nordine sont précisément en train de perdre cette capacité à travailler ensemble sereinement. Leur lien familial, qui pourrait être une force dans une telle situation, devient au contraire une source de conflit. Les non-dits personnels contaminent progressivement leur manière de communiquer sur le terrain. Nordine supporte de moins en moins la posture autoritaire de Martin. Il comprend parfaitement qu'il reste son supérieur hiérarchique, mais il a le sentiment que son père utilise cette position pour éviter d'aborder la vraie question. Derrière les ordres professionnels, Nordine attend surtout une explication personnelle. Il veut savoir pourquoi Martin a accepté de garder le secret de Manon et pourquoi il ne l'a jamais mis au courant. Martin, de son côté, reste enfermé dans une autre inquiétude. Pour lui, la priorité immédiate est de rappeler à Nordine qu'un policier ne peut pas céder à l'impulsion, même lorsqu'une personne aimée se trouve en danger. Le geste de son fils auprès de la bombe l'a terrifié. Pourtant, au lieu de lui dire qu'il a eu peur de le perdre, Martin choisit encore la fermeté. Cette incapacité à exprimer leurs émotions transforme peu à peu leur relation. Nordine ne voit plus derrière la colère de Martin l'inquiétude d'un père.
Martin ne voit plus derrière la révolte de Nordine la blessure d'un fils qui se sent exclu. Chacun interprète le comportement de l'autre comme une attaque, et chaque nouvelle remarque ajoute une couche supplémentaire à un conflit déjà devenu difficile à contenir. À ce moment-là, ce qui aurait pu rester une dispute privée commence à prendre des proportions beaucoup plus graves. Nordine ne veut plus accepter que Martin mélange constamment son rôle de père et celui de supérieur lorsque cela l'arrange. Il a besoin de savoir quelle place il occupe réellement dans sa vie. Cette question, longtemps enfouie derrière leurs habitudes professionnelles, finit par remonter brutalement à la surface. Martin, lui, reste convaincu qu'il doit conserver son autorité, surtout maintenant que l'enquête se rapproche dangereusement de leur cercle intime. Mais plus il cherche à imposer cette distance professionnelle, plus Nordine y voit une forme de rejet. Le fossé entre eux devient alors presque impossible à éviter. Tous deux continuent pourtant d'avancer vers une confrontation dont aucun ne mesure encore les conséquences émotionnelles. Pendant que la police cherche encore le responsable des attaques, un autre danger se dessine donc au sein même du commissariat. Il ne s'agit plus seulement d'un criminel invisible, mais d'une fracture familiale qui menace de briser la confiance entre deux hommes habitués à se battre côte à côte. Et lorsque Martin et Nordine finiront par se retrouver face à face, les mots dépasseront très vite le cadre d'une simple dispute. La confrontation que tout semblait annoncer finit par éclater en fin de journée. Entre Martin et Nordine, les regards sont devenus plus durs, les silences plus lourds et chaque mot semble désormais susceptible de raviver une blessure différente. Le désaccord ne porte plus uniquement sur Manon, ni même sur l'enquête. Il touche désormais à quelque chose de beaucoup plus profond, la place que chacun occupe réellement dans la vie de l'autre. Martin tente encore de ramener la discussion sur le terrain professionnel. Il rappelle à Nordine qu'au commissariat, les règles doivent rester les mêmes pour tous, quelles que soient les circonstances. Pour lui, le comportement de son fils face à la bombe reste inadmissible. Nordine a franchi un périmètre de sécurité et s'est exposé volontairement à une explosion. Une telle décision aurait pu avoir des conséquences irréversibles. Mais Nordine n'entend plus seulement un supérieur lui faire la leçon. Il entend son père lui parler avec une froideur qu'il supporte de moins en moins. Il aurait peut-être pu accepter les reproches de Martin si leur relation n'était pas déjà fragilisée par le secret concernant Manon. À ses yeux, Martin exige de lui une loyauté professionnelle qu'il n'a pas su lui offrir sur le plan personnel. La colère monte alors d'un cran. Nordine ne remet pas en cause l'autorité de Martin au commissariat, mais il refuse désormais que celle-ci serve à masquer tout le reste. Il pense à Manon, à cette candidature préparée sans lui, à cette conversation qu'elle a eue avec Martin et dont personne n'a jugé nécessaire de l'informer. Plus il y repense, plus il a l'impression d'avoir été écarté de sa propre vie. Martin, de son côté, reste campé sur sa position. Ce qu'il voit avant tout, c'est un policier qui s'est laissé guider par ses émotions au point de mettre sa vie en danger. Pourtant, derrière cette fermeté se cache une peur qu'il n'arrive pas à formuler. Pendant quelques instants, il a réellement pu imaginer perdre Nordine avec Manon. Cette pensée continue probablement de le hanter, même s'il refuse de la montrer. C'est précisément cette absence de mots personnels qui finit par pousser Nordine à bout. Il ne veut plus entendre Martin lui rappeler uniquement la hiérarchie, comme si leur relation pouvait soudainement être réduite à un organigramme du commissariat. Martin insiste pourtant sur un point, il est son supérieur. Pour lui, cette réalité doit suffire à imposer certaines limites et à clore la discussion. La réponse de Nordine tombe alors avec une violence froide. Justement, tu es mon supérieur, rien d'autre. En quelques mots, il efface symboliquement tout ce qui les lie en dehors du travail. La phrase frappe Martin de plein fouet, car elle ne remet pas seulement en cause son autorité de père. Elle lui fait comprendre que son fils se sent assez blessé pour nier publiquement ce lien. Un silence pesant s'installe après cette déclaration. Nordine lui-même sait probablement qu'il vient de franchir une limite, mais sa colère est trop forte pour qu'il revienne immédiatement sur ses paroles. Depuis la découverte du secret de Manon, il accumule frustration, inquiétude et sentiment de trahison. Cette phrase devient donc l'explosion de tout ce qu'il n'a pas réussi à dire autrement. Martin reste profondément touché, même s'il garde son attitude rigide. Pour un homme habitué à contrôler ses émotions, recevoir un tel rejet de la part de son fils constitue un véritable choc. Leur relation a longtemps été compliquée, construite tardivement et constamment influencée par leur travail commun. Pourtant, malgré les tensions, Martin considérait ce lien comme acquis. Nordine vient brutalement lui rappeler qu'il peut encore se briser. Cette rupture est d'autant plus douloureuse que le danger extérieur n'a jamais été aussi proche. Nordine vient de comprendre qu'il pourrait être la véritable cible de toutes les attaques récentes. Sarah, Gabriel et Manon ont été touchés parce qu'ils sont proches de lui. Au moment même où père et fils devraient unir leurs forces,
leur relation se retrouve donc au bord de l'implosion. Dans le même temps, Manon ignore peut-être encore jusqu'où son secret a contribué à dégrader cette relation. Pour elle, parler de sa candidature à Martin n'avait pas forcément la même signification. Elle avait surtout besoin d'échanger sur son avenir professionnel et ne pensait pas être retenue. Mais pour Nordine, la question n'est plus seulement celle du poste à Rennes. Elle touche désormais à la confiance. Cette confiance vacille également ailleurs à Sète. Chez les Delcourt, Chloé reste profondément bouleversée par ce qu'elle a vu entre Alex et Sonia. Son mari peut lui répéter qu'il n'y avait rien d'ambigu dans ce geste, mais quelque chose s'est déjà fissuré. Le retour de Milo dans la vie d'Alex crée une nouvelle réalité familiale que Chloé peine encore à accepter sereinement, surtout lorsque Sonia apparaît elle aussi dans leur quotidien. La colère de Chloé cache une peur beaucoup plus intime. Elle sait que Milo n'est responsable de rien et qu'Alex a le droit de construire une relation avec son fils. Pourtant, chaque nouvelle situation semble lui rappeler qu'une partie du passé de son mari vient désormais s'installer au présent. Sonia ne peut pas disparaître puisqu'elle est la mère de Milo, et cette évidence rend la crise encore plus difficile à résoudre. Judith se retrouve ainsi au milieu d'un conflit qui la dépasse. Elle connaît les blessures traversées par ses parents et sait combien leur couple a déjà dû lutter pour survivre à d'autres tempêtes. Les entendre se déchirer de nouveau fait naître une inquiétude qu'elle ne peut pas cacher. Elle tente de calmer les esprits, mais ni Alex ni Chloé ne semblent encore capables de prendre suffisamment de recul. Pendant ce temps, Soraya reste elle aussi sur ses gardes. La présence de Perrine dans la vie de Gabriel continue de l'inquiéter, d'autant plus que la jeune femme ne cache pas son désir de rejoindre la colocation. Aaron est revenu, ce qui signifie que sa chambre n'est plus disponible, mais cela n'efface pas le problème. Perrine continue d'occuper les pensées de Gabriel et surtout de multiplier les messages. Soraya observe chaque détail avec une attention nouvelle. Elle sait que Gabriel n'a encore rien fait qui puisse être considéré comme une trahison, mais elle ressent malgré tout que les limites deviennent plus floues. Perrine s'impose sans réellement attendre d'invitation, et Gabriel ne semble pas mesurer le trouble que cette proximité provoque. Cette différence de perception pourrait rapidement devenir une source de tension supplémentaire entre eux. Aaron, sans le vouloir, se retrouve au cœur de cette situation dès son retour. Lui qui espérait simplement partager ce qu'il a découvert en Turquie comprend probablement que la vie de la colocation a continué sans lui et que de nouveaux équilibres se sont installés. Sa chambre, un instant envisagée pour Perrine, devient presque le symbole d'une place que Soraya refuse de voir offerte aussi facilement à une inconnue. Ainsi, à Sète, plusieurs couples et plusieurs familles se retrouvent simultanément confrontés à la même question. Jusqu'où peut-on faire confiance à ceux que l'on aime lorsque les secrets, les non-dits et les malentendus s'accumulent? Chloé doute d'Alex, Soraya se méfie de Perrine, Nordine se sent trahie par Martin et blessée par le silence de Manon. Partout, les liens les plus solides paraissent soudain vulnérables. Mais de toutes ces fractures, celle qui unit Martin et Nordine reste la plus brutale. Leur conflit dépasse désormais une simple divergence d'opinion. En affirmant que Martin n'est plus que son supérieur, Nordine transforme leur dispute en véritable déclaration de guerre. Et tandis que le responsable des attaques demeure introuvable, père et fils se retrouvent plus éloignés que jamais, au pire moment possible. Le lendemain de ces affrontements, rien ne semble véritablement apaisé. Les événements de la veille continuent de peser sur chacun, comme si Sète s'était réveillé avec plusieurs blessures encore ouvertes. Nordine reste marquée par sa dispute avec Martin, Manon par la peur vécue face à la bombe, Chloé par le doute qui s'est installé dans son couple, tandis que Soraya observe Gabriel avec une méfiance nouvelle. Pour Nordine, le plus difficile n'est peut-être pas d'avoir crié sa colère, mais de savoir qu'il a volontairement réduit Martin au rôle de simple supérieur. Cette phrase prononcée sous le coup de la blessure continue forcément de résonner entre eux. Même si elle ne détruit pas instantanément leur lien familial, elle révèle l'ampleur du malaise qui s'est accumulé depuis que Nordine a découvert que Martin connaissait le projet de Manon. Le jeune policier se retrouve donc pris entre plusieurs émotions contradictoires. Il aime Manon, il est fier de son ambition et il sait qu'elle mérite cette opportunité professionnelle. Pourtant, il ne peut empêcher une partie de lui de se sentir exclue. Il aurait voulu qu'elle lui parle avant, qu'elle partage avec lui ses doutes, ses projets et ses espoirs, surtout lorsque leur avenir commun pouvait être directement concerné. Manon, de son côté, ne semble jamais avoir voulu blesser Nordine. Elle ne pensait pas être retenue pour ce poste et n'avait donc pas donné à cette candidature l'importance qu'elle prend aujourd'hui. Pour elle, parler à Martin faisait partie d'une réflexion professionnelle. Mais maintenant que Nordine connaît la vérité, elle découvre que le silence peut parfois faire autant de dégâts qu'un mensonge, même lorsqu'il n'y avait aucune intention de tromper. À cela s'ajoute évidemment l'épreuve du colis piégé. Quelques heures auparavant, Manon pensait pouvoir mourir à chaque seconde.
Son doigt maintenait un bouton dont dépendait sa survie, et Nordine était venue s'asseoir près d'elle malgré toutes les consignes. Cette image lui reste en tête. Elle est touchée par cet amour absolu, mais également terrifiée par l'idée qu'il puisse se sacrifier sans réfléchir dès qu'elle se trouve en danger. Nordine, lui, ne regrette probablement pas d'avoir rejoint Manon. Lorsqu'il l'a vue prisonnière de ce dispositif, il ne pouvait pas imaginer rester derrière un périmètre de sécurité. Cette impulsivité est précisément ce que Martin lui reproche, mais elle montre aussi jusqu'où Nordine est prêt à aller pour ceux qu'il aime. Et cette même intensité explique peut-être pourquoi le secret concernant Rennes le touche aussi profondément. Dans le même temps, l'enquête n'apporte toujours aucun apaisement. Les vérifications concernant les jeunes du club de fitness de la Corniche n'ont rien donné. Tous disposent d'un alibi, et Karim a dû annoncer à Martin que cette piste ne conduisait nulle part. Après plusieurs attaques visant des personnes proches de Nordine, l'équipe ne sait toujours pas qui manipule cette série de violences ni dans quel but précis. Cette absence de suspect identifiable rend l'hypothèse de Nordine encore plus inquiétante. Sarah, Gabriel et Manon appartiennent tous à son cercle intime. Si ce point commun n'est pas une coïncidence, le responsable connaît suffisamment sa vie pour choisir méthodiquement ceux qui comptent pour lui. Le danger ne se limite donc plus aux victimes déjà touchées. Il peut encore frapper, et personne ne sait où ni quand. Martin devrait pouvoir se concentrer entièrement sur cette menace, mais son conflit avec son fils complique tout. Derrière le commandant froid et rigoureux se trouve un père qui vient d'entendre Nordine lui dire qu'il n'est plus rien d'autre qu'un supérieur. Cette phrase touche forcément une faille intime. Martin a construit cette relation tardivement, parfois maladroitement, mais le lien avec Nordine compte désormais profondément pour lui. Pourtant, les deux hommes restent enfermés dans leur position. Nordine attend une reconnaissance de sa blessure personnelle, alors que Martin continue de parler principalement en termes de règles, de procédures et de responsabilités. Le premier veut retrouver son père derrière l'uniforme. Le second se protège derrière son rôle de commandant, peut-être parce qu'il lui est beaucoup plus facile d'exprimer un reproche professionnel que d'avouer la peur éprouvée en imaginant son fils mourir. Pendant ce temps, chez Alex et Chloé, le calme apparent ne signifie pas davantage que la crise est terminée. Chloé a atteint un point de saturation. La présence de Sonia et surtout l'image de la main d'Alex sur son épaule ont réveillé un malaise qu'elle ne parvient plus à maîtriser. Elle n'accuse pas nécessairement Alex d'une nouvelle trahison, mais elle sent que sa confiance se fissure. Alex se retrouve alors dans une position extrêmement délicate. Il veut construire une relation avec Milo, et cette responsabilité implique nécessairement de maintenir un dialogue avec Sonia. Il ne peut pas demander à la mère de son fils de disparaître de sa vie. Dans le même temps, il voit Chloé souffrir et comprend que chaque rencontre avec Sonia peut désormais devenir une nouvelle source de conflit au sein de leur couple. Le plus douloureux est peut-être que Milo commence lui aussi à ressentir cette tension. En découvrant que le sac destiné à Céleste n'a pas été utilisé, le garçon s'est demandé si Chloé l'aimait vraiment. Son inquiétude est innocente, mais elle montre combien les tensions des adultes peuvent rapidement atteindre les enfants. Alex doit désormais rassurer son fils sans aggraver davantage les craintes de Chloé, une équation particulièrement fragile. Judith voit cette famille se tendre de toutes parts et tente d'empêcher ses parents d'aller trop loin. Pourtant, elle ne peut pas résoudre à leur place ce qui les oppose. Si Chloé ne retrouve pas confiance et si Alex ne parvient pas à lui faire comprendre la place que Sonia occupe réellement dans sa vie, leur couple pourrait entrer dans une crise beaucoup plus profonde que les disputes précédentes. Soraya, elle aussi, découvre combien une menace peut naître sans qu'aucune trahison ne soit encore réellement commise. Gabriel continue de recevoir des messages de Perrine et semble considérer la situation avec beaucoup plus de légèreté qu'elle. Pour lui, il s'agit peut-être encore d'une amie de fac ayant besoin d'un logement. Pour Soraya, Perrine devient peu à peu une femme qui s'approche dangereusement de leur intimité. Le retour d'Aaron complique heureusement la possibilité de lui laisser sa chambre, mais il ne suffit pas à faire disparaître Perrine. Soraya sait désormais que cette jeune femme est celle que Gabriel avait cru voir pendant ses hallucinations au cabinet. Cette étrange connexion donne encore plus de poids à ses inquiétudes. Elle observe donc les échanges entre eux avec une vigilance que Gabriel pourrait bientôt interpréter comme de la jalousie. Ainsi, plusieurs relations essentielles se retrouvent simultanément au bord d'un basculement. Alex et Chloé doivent affronter une crise de confiance qui menace leur foyer. Gabriel et Soraya voient Perrine s'insérer peu à peu dans leur quotidien. Manon et Nordine doivent apprendre à parler d'un avenir professionnel qui pourrait les éloigner. Et surtout, Martin et Nordine se retrouvent désormais face à une rupture que ni l'un ni l'autre ne sait encore réparer. Au-dessus de tout cela plane toujours la menace la plus dangereuse, l'auteur des attaques demeure introuvable. Tandis que les proches de Nordine se déchirent, celui qui les vise conserve l'avantage.
La guerre entre Martin et son fils n'aurait donc pas pu éclater à un pire moment. Leur relation est profondément atteinte, l'enquête piétine et Nordine pourrait lui-même devenir la prochaine cible. À 7, le danger est loin d'être terminé.